Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui à la Maison de l'Europe pour cette causerie autour de l'œuvre de Klaus Mann. Quelques mots d'abord sur notre association, JJR International, JJR pour Jean-Jacques Rousseau, bien entendu. Notre modeste collectif s'est donné pour but depuis près de 20 ans de démontrer la modernité et l'importance de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau dans le monde moderne. En temps de paix, il nous a été possible et agréable d'organiser un voyage mémoriel sur les traces de Jean-Jacques à Venise ou de participer à un colloque savant à Naples consacré à Rousseau et la religion, et même de réunir d'éminents spécialistes autour d'une table ronde à l'Institut des sciences de Varsovie à propos du projet de constitution pour la Pologne proposé par Rousseau. Mais, comme nous le savons tous, la paix n'a qu'un temps, et il y a maintenant 5 ans, nous avons organisé, déjà à la Maison de l'Europe, une réflexion sur la défense européenne. Séminaire hélas prémonitoire, comme ne le sera pas, je le souhaite, notre soirée d'aujourd'hui consacrée à un intellectuel plongé dans la tourmente de la montée du nazisme. Ce serait un fâcheux anachronisme de présumer d'un caractère européen de la pensée politique de Jean-Jacques Rousseau. Le socle de sa réflexion étant plutôt ce que nous appelons maintenant les droits de l'homme, ou plutôt les droits humains, puisqu'il faut parler ainsi aujourd'hui. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'il aurait détesté les nazis. C'est cet aspect de la pensée de Jean-Jacques qui est au cœur du partenariat avec la Fondation Clarence, sous-titre « Pour l'humanisme ». Et c'est ce que nos invités vont mettre en valeur dans l'œuvre de Klaus Mann. Invité que je laisse le soin à M. Robert Thierry, ici présent, président de la Fondation Clarence, de nous présenter en même temps qu'il assurera le rôle de modérateur de cette table ronde. Merci, Monsieur le Président de Jean-Jacques Rousseau International. Et voilà, donc en effet, tu as présenté cette articulation entre l'association Jean-Jacques Rousseau et puis la Fondation Clarence que je représente ici, et qui vient soutenir l'activité de l'association dans un concours très étroit, et notamment au plan des rencontres de l'humanisme. Donc, cette rencontre, pas seulement liée à l'inspiration rousseauiste et à tout son humanisme un peu exceptionnel dans les Lumières, mais par cette prise de contact avec la connaissance récente pour moi de Klaus Mann, de l'œuvre de Klaus Mann. Alors je dois dire que c'est dans le contexte de la Fondation Clarence, du prix Clarence du journal intime, que j'ai pu parler à partir du journal de René Chiqueleux, que j'ai pu parler avec Daniel Arsan, ici présent, au milieu de nos intervenants, que j'ai pu parler donc de l'intérêt que j'avais pour René Chiqueleux, et Daniel Arsan m'a dit, mais il y a aussi dans cette communauté allemande en exil, il y a aussi un personnage tout à fait exceptionnel, c'est Klaus Mann. À partir de cette indication, j'ai pu me diriger mon intérêt vers son œuvre, et il m'est venu assez rapidement à l'esprit l'idée d'en faire part à l'association qui a décidé de l'intégrer dans son cycle des rencontres de l'humanisme. Donc, Klaus Mann, vraiment un éblouissement pour moi, un plaisir de lecture tout à fait exceptionnel, et puis une écoute tellement ouverte sur l'actualité, sur les différents thèmes que suggère la plupart du temps, malheureusement, notre actualité avec sa présence quotidienne. Eh bien, donc, ça a été pour moi cette possibilité d'approfondir l'écho puissant qu'il y a entre cette période de la guerre et ce que nous vivons aujourd'hui comme
je viens de le dire. Les intervenants aujourd'hui qui ont bien voulu donc présenter l'ouvrage de Klaus Mann contre la barbarie, puisque c'est cet ouvrage-là qui a permis de mettre en évidence la pensée politique de Klaus Mann. Donc, mal connu jusqu'à l'adaptation au théâtre du Soleil par Ariane Mnouchkine du roman Méphisto. Cette adaptation assez ancienne maintenant, qui remonte à 1979, a entraîné la traduction de ses autres ouvrages. Mais plus récemment, donc, le travail en profondeur de Dominique Grant, donc ici présente, traductrice, biographe et éditrice intellectuelle de ces 67 textes, sous ce titre de Contre la barbarie, a permis donc de prolonger et d'élargir la révélation de la pensée et de l'engagement politique de Klaus Mann par la recherche, le rassemblement, la traduction des très nombreux textes d'articles et de monuments et de manuscrits, souvent inédits, inscrits entre 1925 et 1948. Alors, je présente très rapidement les intervenants. Bien entendu, je leur demanderai de corriger et éventuellement, voire d'approfondir la présentation que je viens de faire. Donc, merci, Madame Grant, d'être avec nous ce soir et d'être en quelque sorte l'élément d'inspiration initiale de toute cette aventure éditoriale. Puisque ici, en fait, nous avons les représentants de toute la collaboration qui a permis la publication de ce Contre la barbarie, qui se présente comme un ouvrage inédit, puisque c'est un rassemblement de documents divers, publiés ou pas, inédits ou non, mais qui concentrent en quelque sorte la pensée politique de Klaus Mann. Madame Gepner, vous êtes spécialiste de la question de la traduction, je crois. Traductrice, vous avez accompagné Dominique Grant dans la traduction de certains textes et vous avez facilité la publication de cet ouvrage dans le contact avec l'efficacité éditoriale de Daniel Arsan. Vous pourrez peut-être en dire un peu davantage dans l'aventure éditoriale très intéressante et importante de ce Contre la barbarie. Daniel Arsan, donc, vous avez été éditeur de littérature étrangère chez Phébus, et dans votre travail de passeur, vous avez donc contribué à recevoir et à accueillir avec passion cette idée de la publication de ce travail de Dominique Grant et de Madame Gepner. Michel Crépu, qui est ici à l'extrême gauche, topographiquement sur la scène. Vous êtes écrivain, critique littéraire, et vous avez été notamment rédacteur en chef de la Nouvelle Revue Française de 2015 à 2022, si mes informations sont exactes. Vous avez fait une préface que j'ai qualifiée d'inspirée à Contre la barbarie, donc à cet ouvrage, qui permet d'entrer de plein pied dans l'esprit de ces nombreux textes dans lesquels apparaît la modernité, l'actualité, la sensibilité de cette œuvre, et où la politique et la destinée de l'auteur sont inextricablement liées. Nous accompagne aussi Blandine, qui fait partie de l'aventure éditoriale, notamment de cet ouvrage, et qui contribuera avec nous ce soir à évoquer cette passion qui a été la vôtre pour ce travail. Donc, on comprendra tout au long de ces échanges un petit fil conducteur pour moi, qui est celui d'interpréter la difficulté d'être qui fut celle de Klaus Mann
tout au long de sa vie, de l'extrême sensibilité qu'il habitait et qui semble lui avoir permis de saisir la vie individuelle, esthétique, morale, politique dans toutes ses dimensions, comme pour appeler à sauver l'humain qui résonnait si fortement en lui et pour le monde. Donc, c'est ce que nous avons voulu essayer d'évoquer et de saisir ce soir. Je demanderai donc maintenant, je passerai la parole à Dominique Grant, si vous voulez bien faire une première présentation pour ceux qui connaissent peu ou pas Klaus Mann et son œuvre, et nous verrons ensuite comment nous pouvons développer ce propos. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bien sûr, à Daniel Arsan, qui a eu la bonne idée d'initier cette rencontre en parlant avec Monsieur Thierry, qui l'a organisée, à Corinna Gepner, qui a co-traduit l'ouvrage, comme vous savez déjà, au cœur de cette rencontre. Cet ouvrage qui est paru il y a 6 ans, aux éditions Phébus. Beaucoup plus que ça. Ah bon, je me trompe. En 2009. Bon, faites le calcul, pardon. Première erreur. Dernier volume. Il y en aura beaucoup, je crois. Dernier volume, réédition 2024. 2009. Libretto, c'est pas le même. Voilà, c'est ça, libretto. C'est 2009. 2009, c'est affolant comme le temps passe. Ça fait 26 ans, quoi. C'est plus d'un quart de siècle. Comment, 2009 ? Ah oui, ça fait 7. Non, mais je ne sais plus compter. Ben, écoutez, c'est affolant. Bon. Et à Michel Crépu, qui en a écrit la très belle préface, à Blandine de Caunes, qui a accompagné ce titre en sa qualité d'attachée de presse, n'est-ce pas ? Une attachée de presse très attachée à ce livre. Je me réjouis que la personne de Klaus Mann soit mise à l'honneur ici, en France, à Paris. Paris, ville dont Klaus Mann est tombé littéralement amoureux dès sa première visite en 1925. Et la France a été à plus d'un titre son destin. Dès mars 1933, cette date doit vous dire quelque chose, il a choisi Paris comme première destination de son long exil. Son long exil qui a duré 12 ans, de 1933 à 1945. Est-ce que je compte bien encore ? Bon, merci. En 1949, c'est à Cannes qu'il a mis fin à sa vie. C'est donc en terre française qu'il repose. Je me réjouis également que cette soirée soit placée au sein des rencontres de l'humanisme, car Klaus Mann n'a cessé de défendre les valeurs humanistes, toutes les valeurs humanistes, la paix, la démocratie, la justice, etc. Et de plus, cette maison de l'Europe est le lieu idéal pour accueillir l'Européen, le grand Européen que fut Klaus Mann. En ce qui me concerne, je n'ai découvert Klaus Mann qu'au moment où il faisait une percée spectaculaire que vous avez notée en France, enfin une percée en France grâce à l'adaptation théâtrale qu'Ariane Nouchkine fit de son roman Méphisto. C'était en 1979 et 2 ans plus tard, Méphisto était porté à l'écran par le réalisateur hongrois István Szabó. Entre-temps, j'avais lu évidemment la passionnante autobiographie de Klaus Mann, Le Tournant. J'avais lu Méphisto, bien sûr, j'avais eu le temps entre les 2 événements que j'ai cités, et son roman de l'émigration, Le Volcan. Et je regrettais, en tant que traductrice, d'arriver trop tard pour traduire l'un ou l'autre de ces 3 grands livres. J'essayais de me rattraper en faisant chaque année avec mes classes de terminale une modeste étude comparative du roman, Méphisto, et du film. Et ces heures-là, je dois dire, passaient toujours comme un charme. Et donc, il était évident que le sujet de la compromission d'un grand artiste avec le régime nazi passionnait les jeunes. Et c'était là une belle revanche pour Klaus Mann, une preuve de plus de cette étonnante clairvoyance qui, du fond de son exil, lui avait fait écrire « Pour qui est-ce que j'écris ? Pour les générations à venir. » Donc pour nous. Au début des années 90, j'ai eu accès aux poignantes notations des journaux intimes de Klaus Mann. Puis j'ai commencé à lire les essais, articles et chroniques qu'il rédigea entre 24 et 49 et qui occupent, dans l'édition allemande bien sûr, 5 volumes totalisant quelques 2200 pages.
De ces volumes, j'ai d'abord extrait 26 textes illustrant le déchirement intérieur dont Klaus Mann a souffert tout au long de son existence, oscillant constamment entre la soif de vivre et la fascination de la mort. En 1999, De Noël publiait ce recueil intitulé Le condamné à vivre, qui a été très vite épuisé et qui n'a pas été réédité malheureusement. La même année, toujours pour De Noël, j'ai traduit un volume de 15 nouvelles intitulé Speed. Et ces deux livres dont je viens de vous parler, donc, Le condamné à vivre et Speed, c'était d'une certaine façon une façon donc de commémorer les 50 ans de la mort de Klaus Mann, puisqu'ils sont parus en 99. Klaus Mann étant né en 1949. Une dizaine d'années plus tard, qu'est-ce que j'ai dit ? Ben oui, qu'il était mort en 1949. Commémoration de la mort de Klaus Mann. Et oui. Une dizaine d'années plus tard, je décidai de rassembler les textes qui traitaient donc du combat incessant que Klaus Mann livra contre Hitler et le régime nazi. De Noël n'étant plus intéressé, je cherchais un nouvel éditeur. Le hasard fit bien les choses. Corinna Gepner me contacta pour participer à une émission de radio qui n'avait rien à voir avec Klaus Mann, et nous parlâmes de nos projets. J'évoquais mon désir de trouver un éditeur pour une série d'essais politiques de Klaus Mann. Klaus Mann ? Mais justement, me dit-elle, elle avait rencontré quelques jours plus tôt Daniel Arsan, éditeur chez Phébus, qui lui avait confié son désir de publier des textes de Klaus Mann. Et quant à moi, je rêvais justement d'entrer dans cette maison d'édition, que j'ai toujours admirée. Donc, quelques jours plus tard, le pacte était conclu. Et tandis que de son vivant, Klaus Mann n'avait cessé de prêcher dans le désert, contre la barbarie connut un beau succès. Jusqu'en 1930, le jeune écrivain Klaus Mann passait pour être un dandy immature et frivole. Mais la victoire éclatante du NSDAP aux élections parlementaires d'octobre 1930 fut pour lui un véritable électrochoc. Les nazis passaient de 7 à 102 sièges. Sentant le vent du boulet, Klaus Mann décida qu'il n'y avait désormais rien de plus urgent pour lui que de faire de la lutte contre Hitler la mission de sa vie. Son combat dura près de 15 ans. Son arme, c'était sa plume, bien sûr. Une plume qu'il mania inlassablement pour lancer des cris d'alarme, des mises en garde, pour proposer des stratégies, pour appeler au rassemblement des forces antifascistes de toute tendance, pour dénoncer les compromissions de certains intellectuels, analyser les exactions commises par les nazis, anticiper la fin de la guerre, se projeter dans un avenir de paix européenne et mondiale. Une tâche colossale. Et au fil de ces textes, il nous fait part de ses indignations, de ses espoirs, de ses déceptions, de ses accès de désespoir. Sa mission, il l'a menée jusqu'au bout, au prix d'énormes sacrifices, en quittant son pays natal, l'Allemagne bien sûr, en abandonnant sa langue maternelle. Son autobiographie, par exemple, parut d'abord aux USA sous le titre The Turning Point en 1942, qu'après la guerre, d'ailleurs, il traduisit lui-même en allemand, tout en la complétant. Sa mission, il l'a menée en endossant enfin l'uniforme américain pour contribuer à abattre le mal, la bête immonde. Et tout cela dans une solitude abyssale. Parmi les grandes dates que j'aimerais retenir ce soir de cette lutte, il y a 1930. Klaus Mann remet poliment quelques grands écrivains allemands à leur place, dont Stefan Zweig, dont Gottfried Benn. Et il leur met sous le nez leur manque de discernement. En effet, Zweig trouve naturel, entre guillemets, c'est son mot, la révolte des jeunes ayant voté pour les nazis. Quant à Benn, il considère le Troisième Reich, selon ses propres mots, comme un des accomplissements les plus formidables de l'esprit universel. Je ne peux m'empêcher de vous lire quelques lignes de la réponse
de Klaus Mann. On précisera qui est Gottfried Benn, qui n'est pas connu par tout le monde. Oui, un poète et médecin, d'ailleurs, c'était un médecin-poète. Dermatologue. Voilà. Je ne me trompe pas. Ah si, je me trompe. Excusez-moi, mais j'avais beaucoup de papiers, je pense. Et je m'attendais à avoir une table un peu où je pouvais étaler tout ça. Je suis un peu... Oui, voilà, c'est ça. Nous ne connaissons rien de la beauté et de la grandeur du national-socialisme. Nous ne pouvons pas en juger, interroge Klaus Mann. Ben, qu'est-ce que cela veut dire ? Comme si pendant des années, nous n'avions pas entendu à la radio, discours après discours, les menaces proférées par une horde de sauvages contre les idéaux de l'humanité. Maintenant, nous y sommes. La menace a pris le pouvoir. La barbarie est totale. Et voilà que ces poètes et ces penseurs proclament que le mot barbarie n'a plus aucune signification, que c'est du blabla de littérateurs. Ils montrent par là qu'eux-mêmes sont devenus des barbares. On voit le ton, déjà, dans cet extrait. Bon, alors, je récupère mes papiers parce que c'est... Allez-y, prenez votre temps. Donc ça, j'en ai plus besoin. Voilà la réponse. Okay. Pour Klaus Mann, donc l'Européen, le cosmopolite, le pacifiste convaincu, il n'y a qu'une réponse à opposer à l'ascension d'Hitler. Si l'air devient irrespirable, il faut quitter l'Allemagne et lutter depuis l'étranger contre la barbarie nazie. 1933, c'est l'exil, d'abord en Europe, puis aux États-Unis à partir de 1938. La grande idée de Klaus Mann, c'est que la lutte contre Hitler n'a de chance d'aboutir que si les intellectuels dépassent leurs querelles idéologiques et mettent leurs forces en commun. Et c'est dans ce but qu'il crée d'abord en 1933 la revue mensuelle Die Sammlung, qui signifie le rassemblement, justement. Il s'agit de rassembler tous ceux qui veulent lutter contre Hitler. C'est un organe donc de ralliement de la littérature antifasciste qui paraîtra à Amsterdam pendant 2 ans, de septembre 1933 à septembre 1935. Puis en 1941, il fonde aux USA, il est aux USA depuis 1938, la revue Decision, destinée à promouvoir une pensée cosmopolite. Malheureusement, ces revues, l'une comme l'autre, péricliteront très vite, faute d'argent et de consensus entre les différents courants antifascistes. Donc le rassemblement n'est pas véritablement réalisé. 1934, une autre année, c'est l'année où Klaus Mann est déchu de la nationalité allemande. Il écrit « Ce bannissement a vraiment la valeur d'un geste honorifique. Que peut-on encore m'enlever ? Certainement pas l'espoir que ce pays si malheureux et si maltraité redevienne un jour ma vraie patrie. » Et 1934, c'est aussi l'année où la SAR, placée sous le mandat de la SDN depuis le traité de Versailles, c'est donc l'année où la SAR pourrait voter par référendum le maintien du statu quo, ou le rattachement à l'Allemagne, ou le rattachement à la France. Klaus Mann lance cet appel aux Sarrois « Soyez de bons Allemands, battez Hitler ». Résultat des courses, c'est le rattachement à l'Allemagne qui est voté à 89%. Seulement 8% se déclarent en faveur du maintien de la SDN. Une autre date que j'ai retenue, il y en aurait beaucoup bien sûr, parce que la vie et l'œuvre de Klaus Mann, l'œuvre politique en particulier, mais pas seulement, en littéraire aussi, ça tient chez Rowohlt, son éditeur à Hambourg, plusieurs rayons. L'œuvre est colossale. Klaus Mann était vraiment un écrivain qui est né, pas avec une plume à la main, mais presque, puisque avant de savoir lui-même écrire, vers l'âge de 5-6 ans, il dictait à sa sœur, Erika, sa sœur aînée d'1 an, les textes qu'il avait dans la tête, les histoires qu'il voulait raconter. Et il n'a cessé d'écrire tout au long des jours.
et des nuits. 1940, oui, en 1940, Klaus Mann commence à écrire ses textes en anglais. C'est un exil, c'est un renoncement de plus. Après avoir perdu son pays, ses racines, son public, Klaus Mann doit abandonner sa langue maternelle, celle qui lui permet d'exprimer toutes les nuances de sa pensée. La tâche est gigantesque. Il dit « Brusquement, on est de nouveau un débutant. Chaque phrase est un casse-tête. » 1945, c'est, avec la chute d'Hitler, en quelque sorte, le sens de la vie de Klaus Mann qui lui échappe. Sa solitude est plus grande que jamais, son extraordinaire puissance de travail est entamée, les déceptions s'accumulent, politiques et personnelles, impossible de trouver un éditeur allemand pour publier ses livres écrits en exil. Réapparaissent sur le devant de la scène des intellectuels qui s'étaient compromis avec les plus hauts dignitaires nazis, dont le fameux Méphisto, qui n'était autre que Gustav Gründgens, l'acteur. Enfin, ça en était trop pour un homme à bout de force. Et comme je vous l'ai déjà annoncé, prématurément, Klaus Mann s'est prématurément suicidé à Cannes en mai 1949. Pour terminer, j'aimerais faire entendre encore, je crois que Daniel Arsan a prévu un certain nombre de textes, mais j'aimerais, parce qu'il me semble résumer lui-même sa lutte dans un article qu'il a publié en mai 1935. Il a fait une conférence, un discours lors du 13e congrès international du Pen Club qui eut lieu à Barcelone, donc en mai 1935. Il dit donc, je lis ce passage qui me semble très emblématique. Il y a des circonstances et des événements qui rendent brusquement solidaires tous ceux qui prennent encore au sérieux la notion d'éthique. Le cas particulier, l'intérêt d'une catégorie de citoyens d'un pays, devient soudain le symptôme que plus personne ne doit accepter sans rien dire, surtout ceux qui sont investis d'une énorme responsabilité envers l'esprit et l'exigence éthique qu'il implique, à savoir les écrivains. On peut s'accommoder du fait que dans un grand pays comme l'Allemagne, il n'y ait pas de liberté d'expression. Mais peut-on aussi s'accommoder des méthodes employées pour éradiquer toute liberté de pensée et même pour se venger de ceux qui ont autrefois, avant que le régime actuel ne soit en vigueur chez nous, défendu des idéaux dont ce régime ne veut pas entendre parler? La paix, par exemple, ou la justice sociale. Il y a des manquements si insupportables aux règles les plus élémentaires de la civilisation humaine qu'ils portent atteinte à la dignité de toute l'humanité civilisée. De tels manquements ont toujours existé et il s'est parfois trouvé des individus assez courageux et libres pour les dénoncer. Au cours de notre siècle, les manquements se sont particulièrement multipliés. Il peut sembler quelque peu naïf et démodé de s'y intéresser. Il est certain qu'au XIXe siècle et au cours de la décennie qui a précédé la guerre mondiale, on a beaucoup plus respecté qu'aujourd'hui la notion de dignité humaine. Depuis, des événements de toutes sortes ont provoqué une sorte d'indifférence. Mais qui prendra la défense de la dignité humaine? Cette notion si élevée et si menacée, si ce n'est pas nous. Quel serait le but de notre existence? Et quelle crédibilité aurions-nous face aux générations futures qui, espérons-le, seront plus exigeantes sur les questions morales, si aujourd'hui nous n'osions pas prendre la parole contre ceux qui bafouent la dignité humaine d'une façon particulièrement éhontée? Certes, notre plume est une arme bien faible, et on ne manque pas de nous le faire cruellement sentir. Mais il est de notre devoir d'en faire usage. Nous sommes peut-être impuissants, car notre époque déroule son terrible ordre du jour sans tenir compte de notre colère et de nos plaintes. Tant pis pour nous, comme pour notre époque. On pourra donc plus tard nous reprocher d'avoir été impuissants, mais pas de nous être déshonorés. On pourrait passer beaucoup de temps à lire ces textes qui pointent de façon extrêmement juste, précise et lucide la situation de l'époque qui renvoie donc à la nôtre. Nous essaierons aujourd'hui, ce soir, de mettre en relation de façon précise ces deux moments, les moments du texte de Klaus Mann et les moments que nous pouvons lire aujourd'hui dans ces premiers temps
de la nouvelle ère des États-Unis, pour être extrêmement précis et limité historiquement. Mais pour le moment, donc, on pourra saisir ces coïncidences, ces échos. Peut-être que, Daniel, tu pourrais nous dire, et ça peut être aussi le cas de Michel Crépu, nous dire ce que vous ressentez aujourd'hui pour lancer ce regard et sur les échos qu'on peut entendre entre hier et aujourd'hui. Bon, moi, en tant qu'éditeur, c'est vrai que d'avoir publié Contre la barbarie a été, je crois, un moment absolument capital dans ma vie d'éditeur. Et je pense que dans ce qu'on a publié de Klaus Mann, il y a d'abord des grands textes et dans Contre la barbarie, mais aussi dans Aujourd'hui et demain sur l'Europe. Il a dit des choses absolument nécessaires, presque définitives, et qui nous parlent encore maintenant. De deux, je pense que l'œuvre, pour moi, chaque livre renvoie à un autre. Il y a Contre la barbarie, mais je ne peux pas séparer ce livre du tournant. Les deux se répondent. Il y a vraiment... c'est une œuvre qui fait réellement un tout. Et pour commencer, il y a un texte dans Contre la barbarie qui s'appelle Le Reich et les minorités allemandes. Et il écrit « L'humanité est un tout et notre civilisation repose sur quelques principes et idéaux très simples qui, pour la plupart, font partie de l'héritage intellectuel du christianisme. Il suffit qu'une nation, qu'un régime bafoue et menace les plus importants et les plus sacrés de ses principes et de ses idées pour que la dignité et la sécurité de l'humanité tout entière soient en péril. » Et par exemple, dans le tournant sur l'Europe, il dit « L'harmonie de l'Europe repose sur ses dissonances. Il faut conserver et approfondir la conscience de l'unité européenne. L'Europe est un tout indivisible, mais en même temps, il faut garder vivante la diversité européenne des styles et des traditions. L'Europe, cet accord difficile et précieux qui unit les dissonances sans jamais les résoudre. La rencontre avec les espaces démesurés de l'Amérique et de l'Asie me fit prendre conscience du fait que l'Europe n'est pas le monde et qu'elle devra perdre sa place dans l'univers si elle continue à s'épuiser et à se déchirer elle-même dans une querelle suicidaire entre frères ennemis. Les impressions que procure un voyage autour du monde sont bien faites pour guérir définitivement de ces illusions le plus borné, le plus suffisant des Européens. Et je pense que aussi Klaus Mann sans cesse nous met en relation, met le doigt par son écriture, parce que c'est aussi un très grand styliste. Tous ces articles, c'est pas uniquement comme ça des articles, du quotidien, d'un moment précis. Ça dépasse aussi le moment. Et c'est pour ça que ça nous rejoint aujourd'hui. Il nous touche en tant qu'être humain. Il montre que tout homme n'est pas indemne du pire, de faire le pire. Et qu'il faut avoir en soi toujours un esprit de combat, savoir dire non. Et en particulier, il est extrêmement sensible à ce qu'on appelle l'intolérance. Et il dit « L'intolérance signifie la mort, car elle veut détruire et éliminer tout ce qui est considéré comme étranger. Étranger à l'espèce, pour reprendre l'affreuse expression des nazis. L'intolérance est la loi suprême de la jungle. Sans tolérance, la civilisation ne peut que mourir. Comment continuerait-elle à exister si chacun pouvait, au gré
au gré de son humeur et en toute légalité, tuer ou démolir celui dont la race, le nez ou l'opinion ne lui revient pas pour telle ou telle raison. Et je pense qu'il y a dans Contre la barbarie, il y a aussi une phrase qui résonne terriblement aujourd'hui. Il dit, en parlant des nazis, ils ne croient pas aux vérités, ils ne croient qu'en la force. Et c'est un peu comme Simone Weil, ça a été, je pense, parmi les deux très grands écrivains qui ont parlé de ce qu'est la force et de la brutalité que déclenche la force. C'est-à-dire que l'autre n'a plus droit à la parole. Et c'est pour ça que je crois que chez Klaus Mann, la parole est devenue de plus en plus essentielle. Je pense qu'il rappelle que, en toute situation, dans l'évolution du monde, il ne faut jamais oublier que chacun d'entre nous peut à un moment ou à un autre devenir un combattant et doit avoir les armes pour combattre, qui peuvent être l'écriture et qui peuvent être bien d'autres choses. C'est là où c'est un réel humaniste. Donc moi, je lui dois beaucoup. Il m'a accompagné, on peut dire, toute ma vie. Le Tournant est un livre essentiel pour moi. Je pense que c'est un des très grands livres du XXe siècle. Et on pourrait presque dire du XXIe siècle aujourd'hui. Ce qu'a fait Dominique aussi avec Aujourd'hui et Demain et Corinna Gepner, elles ont traduit ces textes sur la culture française et en même temps sur l'humanisme et la fragilité de toute pensée, de tout combat, mais leur nécessité. Et voilà, la nécessité du combat. Et en fait, lui qui était tellement attiré aussi vers la mort, ne fait aussi qu'exalter une volonté de vivre, parce que le combat, c'est ça aussi. C'est vouloir vivre et dire aux autres qu'il faut vivre envers et contre tout, devant la force et devant le pire. Merci. Merci Daniel. Cette hantise de toute sa vie entre le désir de vie pour lui, pour les autres, et puis cette tentation de la mort, lui donne à voir de façon assez exceptionnelle son époque, dans une tension jamais, qui ne cesse jamais. Cette tension, elle est la constante, ce qui explique d'ailleurs cette tension à l'écriture, cette tension de dire. Ce qui, effectivement, à une époque, a dû surprendre beaucoup les personnes de son entourage ou d'autres qui connaissaient ce jeune frivole et qui va se transformer en personne qui a une vision très profonde et intransigeante de l'époque dans laquelle il vit. Alors, moi, j'ai retenu notamment dans Die Sammlung la revue qu'il crée alors qu'il est en exil depuis peu et qu'il crée en Hollande, si je ne me trompe pas. Voilà cette revue qui tente à rassembler les grands noms et les grands écrivains qui sont soit en exil, soit qui vivent, qui ne sont pas allemands. Et cette volonté constamment de sonner l'alarme, d'essayer de rassembler, d'essayer de crier, de dire à tout moment, c'est quelque chose qui est extrêmement frappant et qui doit nous apprendre aussi quelque chose dans notre confort quotidien. Bien sûr, on ne peut pas être tous des Klaus Mann, je veux dire, avoir cette sensibilité, cette conscience tout à fait exceptionnelle, mais il y a quelque chose que nous devons percevoir dans la lecture de ses ouvrages et dans ce qui peut être dit de lui. Dans Die Sammlung, donc, le rassemblement, je ne citerai pas tous les écrivains tout à fait exceptionnels, vous les avez peut-être... Oui, qui ont parrainé Die Sammlung. Alors, oui, c'est ça, tout à fait...
son oncle Heinrich Mann, qui était un grand républicain. Einstein aussi. Einstein. Ah ben oui, je suis sûre. Parce que ben oui, donc c'est des noms qui lui ont apporté sa caution, qui ont apporté leur caution, donc c'est. Oui, absolument. D'ailleurs, vous les avez cités tous dans cette édition. Enfin, en tout cas, un bon nombre. Et alors, ce qui est étonnant, c'est vraiment son intransigeance. Parce que dans un premier temps, évidemment, il est parrainé par ces nombreux écrivains. Et puis, à un moment donné, quelques-uns d'entre eux, pas les moindres, vont se retirer de ce parrainage parce qu'ils sont un peu inquiétés par leur éditeur allemand qui pense que s'il signe et s'il parraine cette revue, Die Sammlung, ils ne pourront plus publier en Allemagne. Donc il y a, non pas une lâcheté, mais en tout cas une forme de compromis, sinon de compromission. Et donc parmi les trois que j'ai lus, il s'agit de René Schickele, qui a écrit ses mémoires et qui faisait partie de la communauté en exil sur la Côte d'Azur. Il y a Thomas Mann, son propre père, et il y a Musil, qui n'est pas non plus quelqu'un n'importe qui se retire de cette revue. Et Stefan Zweig, voilà, dont il faudra citer certainement quelques phrases de ce qu'il écrit à Stefan Zweig, parce que vous avez bien noté. Dans la préface de Michel, tu parles vous de avez cette très bien noté. réponse à Stefan Zweig. Oui, parce que c'est quand même extraordinaire. Il est encore très jeune, il est en correspondance avec Stefan Zweig, et là, on est très impressionné par la fermeté avec laquelle il répond à cet homme qui est son mentor et qui lui ouvre la voie de l'expression politique, mais aussi de l'expression littéraire surtout. Et puis il y a la lâcheté et la compromission que vous avez intitulé dans Contre la barbarie, 88 au pilori, c'est-à-dire 88 écrivains allemands, peu connus semble-t-il, mais enfin 88, qui font serment de fidélité inconditionnelle au régime nazi. Et là, c'est évidemment une cible extraordinaire pour le combat de Klaus Mann, parce que pour lui, l'écrivain, c'est celui, parmi tous ceux qui ont une expression particulièrement élevée, et les artistes, musiciens, peintres, etc., les écrivains sont ceux qui doivent montrer le plus le chemin. Et évidemment, lorsque des écrivains prennent un chemin différent, chemin que lui glorifie, que Klaus Mann glorifie, évidemment, il ne manque pas de les clouer au pilori, et en disant des choses assez exceptionnelles sur le fait qu'ils auront à rendre compte de leur prise de position. Ensuite, lorsque la normalité sera revenue, notamment en Allemagne. Voilà ce que je voulais préciser par rapport à l'importance de l'écrivain chez Klaus Mann, de celui qui doit témoigner et qui doit donc prendre conscience de l'époque. Oui, dans la lettre justement qui est dans Contre la barbarie, Stefan Zweig, il dit, parce que Stefan Zweig dit, bon, peut-être il faut faire confiance à la jeunesse, tout ça. Et lui va dire, moi qui dis cela, je suis jeune moi-même. La plupart des gens de mon âge ou des gens encore plus jeunes ont fait avec l'enthousiasme qui devrait être réservé au progrès le choix de la régression. C'est une chose que nous ne pouvons sous aucun prétexte approuver, sous aucun prétexte. Le radicalisme ne peut être à lui seul quelque chose de positif, surtout quand il manque d'imagination et prend des allures crapuleuses, comme c'est le cas
pour nous chevaliers de la croix gammée. Briser les vitrines et menacer les gens avec de l'huile de ricin, c'est à la portée de n'importe qui. Voilà, Oui. c'est une lettre absolument... et il dit non, je ne veux absolument rien avoir avec cette forme d'extrémisme. Oui, je rajouterai. Ah oui. Et il met dans le tournant, il dit incontestablement, j'étais contre Hitler dès le début, sans la moindre restriction, sans la moindre réserve, qu'elle fût de l'ordre de la psychologie du pacifisme ou du paradoxe diabolique. Je rajouterai simplement une phrase à l'intérieur que tu n'as pas choisie, que tu n'as pas prise, et dans la même lettre. C'est une chose que nous ne pouvons sous aucun prétexte approuver, sous aucun prétexte. On trouve quelquefois ces répétitions chez lui, qui montrent cette volonté d'affirmation et d'appuyer. Et alors il continue, ainsi donc, Stefan Zweig, je répudie devant vous ma propre génération, que vous, justement, vous excusez. Entre ces gens-là et nous, aucune alliance n'est envisageable. Oui, enfin, vous avez dit l'essentiel, parce qu'effectivement, cette place que Karl Kraus a attribuée à la littérature est centrale dans son travail, dans son œuvre, dans sa personne, dans sa respiration, j'allais dire. Et ce qui m'a frappé et amusé en même temps, d'une certaine manière, en me remettant à lire le tournant, ce que je n'avais pas fait, je dois dire, depuis bien des mois, ce qui m'a frappé, c'est dans la personne de Klaus Mann, c'est l'enfant. C'est l'émotion de l'enfant. Le jardin, la journée d'été, où il fait chaud, où on est un peu... On n'a pas envie forcément de jouer comme les grands-parents ou les parents demandent. Non, on n'a pas envie de jouer, on a envie d'être simplement dans une petite cabane qu'on a pu se construire soi-même, où il y a des livres et on passe sa journée là, à lire. Et je crois que approcher la personne de Klaus Mann, ce que j'ai toujours eu envie de faire et que d'une certaine façon dans la lecture j'ai fait, c'est ça, c'est ne jamais oublier, ne jamais perdre de vue que l'expérience de la littérature et que l'expérience de la politique sont liées par ce biais-là. Et que si on oublie l'un au profit de l'autre, tout est par terre. Et dans cet ordre d'idées, je trouve que Klaus Mann est exceptionnel. Il est irremplaçable, mais exceptionnel, parce qu'il est certainement le seul à avoir pointé les choses de cette façon aussi enfantine et aussi décidée. Les deux en même temps. C'est incroyable, ça. Je ne connais aucun autre écrivain qui a su incarner ce lien fondamental entre la littérature et l'histoire. Autre livre qui est peu lu, évidemment, parce qu'on ne peut pas tout lire, mais il y a un livre merveilleux aussi de Klaus Mann sur Alexandre, qui s'appelle Alexandre, Oui, oui. qui est un livre aussi. Alors, pour manifester, enfin, il m'a toujours fait penser, à chaque fois que j'ai ouvert ce livre d'Alexandre, j'ai pensé à Malraux. Car Malraux était un des rares, peut-être le seul, avec Klaus Mann, ils se sont rencontrés d'ailleurs, ils se sont parlé. Il y avait aussi cette fascination pour les civilisations perdues, les civilisations lointaines, qui ne nous disent plus grand-chose et qui sont pourtant essentielles, qui sont plus importantes que les choses que l'on croit importantes aujourd'hui à l'heure où je parle. Ce que je dis là sera peut-être lu dans 10 milliards d'années. On ne saura plus qui était Michel Crétu depuis longtemps, et tant mieux. Mais ça donne un goût de la distance, un goût de la mémoire, un goût des choses qui ne disparaissent pas et qui en même temps ne cherchent pas à emporter la mise. C'est ça aussi, c'est extraordinaire. Cette façon d'habiter la vérité des choses, le mystère des choses, et en même temps, ok,
c'est comme ça. On passera la page, on passera un autre chapitre bientôt, on verra. Et voilà ce que je voulais, l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur Klausmann, parce que c'est vraiment le seul. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie à lire des livres, à faire des revues, j'en ai fait beaucoup. Et là, je trouve que c'est un peu comme ça. Et c'est ça qui va rester. Le goût du révolu, qui est toujours là, en fait. Merci bien, Michel. En effet, il y a eu dans son enfance, dans sa jeunesse, il y a eu beaucoup de suicides autour de lui. Et ce sens de l'extrême précarité de la vie. Il se décrit lui-même admirablement à New York. Il est sorti se promener le soir parce qu'il est tout seul. Il a croisé un garçon, ok, peut-être, mais bon, c'est toujours très douloureux aussi, tout ça, c'est compliqué. L'amour, c'est très compliqué. Et Klausmann, là aussi, est bouleversant. On le voit s'avancer vers nous dans la lecture. Qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on tient? Il faut vraiment être très décidé dans ce que l'on désire, dans ce que l'on veut. Et là, Klausmann est vraiment j'allais dire un modèle, je n'aime pas beaucoup ce mot qui ne convient pas vraiment, mais ok aussi pour J'aurais peut-être un mot à dire en relation avec ce que vous venez de rappeler. Une des expériences, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'une des expériences fondatrices de son enfance, ça a aussi été la guerre, la Première Guerre mondiale, oui. qu'il a vécu au travers des privations en fait, qui en ont résulté pour la population allemande. Mais c'est comme si chez lui, et des troubles politiques qui ont suivi immédiatement la fin de la guerre, mais c'est comme si chez lui, cela avait ancré une conscience extrêmement aiguë de son inscription dans l'histoire. Et ça, j'en veux pour preuve sa première autobiographie qu'il écrit très jeune. Il a alors 26 ans. Elle est publiée, elle sort en 1932. Où en fait, on comprend bien qu'il essaye de réfléchir à partir de cette expérience fondatrice de ce qu'elle a constitué comme rupture, parce que pour lui, c'est très clairement, on est passé d'un monde à un autre. Il y a un monde qui a disparu, un autre qui a émergé dans les convulsions en fait, de la situation politique extrêmement troublée de l'immédiate après-guerre en Allemagne. Mais donc, il a d'emblée eu conscience que son existence personnelle, privée, s'inscrivait dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Et il me semble que toute sa vie, il a développé un effort intellectuel, mais incroyable, pour essayer de formuler tout ça, en fait. Pour essayer de formuler, de donner forme, plus exactement, à l'univers dans lequel il était, qui reposait à la fois sur des fondements qu'il a décrits comme les principes de la civilisation gréco-romaine, comme les principes du christianisme, etc., et qui en même temps était la proie du désordre le plus absolu et le plus barbare, précisément. Donc comment arriver à articuler tout ça et il l'a fait, vous avez rappelé également son extrême sensibilité. Ça m'a frappé aussi parce que je crois que justement toute sa réflexion s'ancre dans une expérience sensible, très puissante du désordre et de ce que l'homme est capable de faire. Pour moi, Klausmann, c'est une espèce de sismographe. Et cet article que Dominique a cité, qui est son premier voyage en France, et ce moment où il est à une terrasse de café à Paris, et il écoute autour de lui, il est à Babel en quelque sorte. Il y a vraiment des gens de tous les pays qui se parlent, ça se mélange, c'est un espèce de brouhaha qui le rend heureux. Et tout d'un coup, au milieu de cela, il a cette prise de conscience affolée qu'il y a quelques années seulement, tous ces gens se sont entretués.
et que ça peut recommencer. Donc, il me semble que sa conscience de politique et son désir de résistance s'ancrent dans une expérience très sensible, en fait, de la discordance, hein, et de ce que l'homme, encore une fois, est capable de mettre en œuvre pour supprimer son voisin. Pardon. À ce propos, tout de même, c'est assez étonnant de sa part, tout de même, avec tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il s'est engagé dans l'armée américaine. En 1942, et il a eu du mal, il n'avait pas encore la nationalité américaine, il l'a eu 6 mois après. Il a été refusé 2 fois pour des résultats dépressifs, bon bref. Et il a endossé l'uniforme américain, et il est retourné en 1945 en Allemagne sous l'uniforme américain. Il a retrouvé l'Allemagne dévastée, sa maison à moitié, aux 3/4 dévastée aussi. Et c'est lui qui interrogeait, les gens le prenaient pour un Américain, enfin les Allemands. Il parlait en anglais, il était sous l'uniforme américain, donc et il interrogeait les gens sur ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre. Et ce qu'il a d'ailleurs assez désespéré, c'est sans doute une des raisons de son suicide, parce que tous, enfin les 3/4 et demi, prétendaient qu'il n'avait pas su, pas vu vraiment toutes les horreurs, enfin, en tout cas pas participé, enfin une espèce de lâcheté générale. Et d'ailleurs, il y a un article, je crois, en 1945, où il demande est-ce que tous les Allemands sont nazis, et il termine en disant le nazisme n'est pas mort. Et ça l'a désespéré. C'est une des raisons, je pense aussi, voilà, de son désespoir de fin de vie, plus toutes les raisons qu'on a tous dit. Peut-être que Corinna peut dire un mot sur Alexandre, que tu as revu la traduction. Alors, excusez-moi, c'est malheureusement un petit peu loin. Mais je pense que ce qui est au fondement de ce texte, c'est probablement une fascination assez ambivalente pour la figure d'Alexandre, qui conjugue à la fois une espèce d'aura très particulière et de dérive tout aussi désastreuse, en fait. Et je crois qu'il le suit dans son parcours de façon extrêmement... ce qui me frappe, en dehors de son intransigeance dont on a parlé, qui peut le rendre extrêmement cruel à l'égard de ceux qui se sont compromis, il y a par ailleurs, je crois, face à une forme de sincérité, une capacité à suivre quelqu'un jusque dans ses errements, sans forcément fondamentalement le juger, tout en dépeignant des conséquences qui sont désastreuses. Il est capable de comprendre une forme de logique, en fait, qui pousse certains à, tout simplement, à un moment donné, à dériver de manière irrémédiable, en fait. Et je crois que dans Alexandre, il y a quelque chose comme ça, et une réflexion, évidemment, sur le pouvoir, et sur ce que signifie pour un individu avoir les moyens de régner sur d'autres. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est aussi représentatif de sous une forme romanesque, de sa réflexion sur le pouvoir et sur la politique. On avait, chez Phébus, on avait juste republié, Corinna avait revu les traductions qui étaient plus anciennes, où c'était Alexandre le Grand, suivi de Ludwig, qui est donc sur Louis II de Bavière, qui a été le livre qui a inspiré beaucoup Luchino Visconti pour son film. Voilà. Et ça, on l'oublie souvent, on ne le cite pas, et ça prouve qu'il y a des grands créateurs qui se sont inspirés de Klaus Mann. Oui, et encore une fois, tu as raison de rappeler justement ce texte sur Ludwig. Il y a une fascination pour cette forme de royauté qui, dans le fond, qui ne sait plus où elle va, en fait. Ce qui est stupéfiant aussi, c'est qu'il est absolument en mesure d'analyser les choses sur le moment même. Il n'est pas dérouté, Klaus Mann. Merci. On va peut-être essayer de passer un peu maintenant à une écoute qui sera toujours un peu la même, mais qui fait écho, comme je l'annonçais un peu tout à l'heure, qui fasse écho vraiment de façon un peu plus précise avec notre époque. Parce qu'il y a des thématiques à l'intérieur de Contre la barbarie
qui malheureusement sont extrêmement précises par rapport à certains éléments que nous vivons aujourd'hui. Vous avez certainement en tête un certain nombre de ces thèmes. Pour ce qui me concerne, j'ai donc remarqué la question de l'irrationnel. L'irrationnel dans la vie politique, l'irrationnel qui caractérise le discours, l'idéologie nazie, c'est-à-dire un peu le n'importe quoi, et la véhémence irrationnelle, comme il dit lui-même, des nazis, et ça lui fait peur. Ça lui fait peur d'autant plus qu'il l'avoue, d'une certaine façon, que l'irrationnel, ça l'avait attiré quand il était jeune. Et notamment à travers l'image, je crois, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est quelque chose qui ne m'est pas vraiment commun, c'est par rapport à cet écrivain qui est Gottfried Benn. Il a été attiré par une certaine forme intellectualiste de l'irrationnel contre l'état des choses, contre la civilisation. Et soudain, assez rapidement, semble-t-il, il prend conscience que cet irrationnel fait partie des racines du langage nazi et que cela peut tourner très vite de façon extrêmement pernicieuse par rapport à la civilisation. Il dit d'ailleurs, dans une lettre à Gottfried Benn précisément, on commence à gesticuler contre la civilisation, soudain on en est au culte de la force, et déjà on a rejoint Adolf Hitler. Et donc il y a ce mouvement dont il a pris conscience. Voilà, et donc vous pourrez peut-être dire quelque chose. Oui, alors là, moi, je vais prendre un extrait du Volcan, qui est le grand roman de l'immigration, et justement, c'est sur ce sujet. Il dit « Cette méfiance envers la raison, cette mise en doute des possibilités de l'intelligence pourrait bien être la maladie de notre temps, ou bien alors le symptôme de sa santé. Serait-ce parce que ces jeunes gens veulent croire à quelque chose qui sont hostiles à la pensée et à l'esprit critique? La barbarie serait-elle devenue un but et la décomposition de la civilisation un idéal? Oui, notre génération préfère le chaos à l'injustice, mais derrière le chaos, voit-il qu'ils sont prêts à se soumettre à l'ordre nouveau qui succédera? Oui, et d'ailleurs, un journaliste du Monde fait une longue analyse de ce qui se passe actuellement, et il parle d'une science attaquée comme méthode de description et d'objectivation du réel. Destruction des énoncés objectifs, faire disparaître la réalité pour ne pas porter préjudice à la volonté du chef, politique exactement fasciste. Donc, voilà, par rapport à cette question, en effet, la façon également de penser des nazis, on peut citer ça, empêche tout débat sérieux. On revient dans Klaus Mann. Au fond, il se refuse à accorder foi à quelque argument que ce soit. Il ne jure que par la force brutale et la domination, etc. On peut trouver un certain nombre de caractérisations et d'analyses du discours et de l'idéologie nazie qui peuvent résonner en nous de façon assez précise. Oui, la revendication de la force est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui avec Trump et d'autres. Enfin, et revendiquer la force, c'est que l'autre se taise et se soumette. C'est ça. Et il a beaucoup écrit là-dessus, Klaus Mann. Ce qui était souvent extraordinaire chez lui, c'est qu'il perce à jour, il met à nu une réalité et en même temps, c'est comme un visionnaire. En même temps, il voit toutes les possibilités que peut engendrer cette réalité. Le pire, comme parfois ce qui peut nous sauver. Enfin, il n'est pas non plus toujours dans une négation absolue. C'est ça qui le rend
Je pense que c'est un des écrivains, quand on le lit, qu'il est profondément vivant dans ses textes. Et je pense que c'est dû aussi à ça, parce que c'est un grand styliste, un grand écrivain aussi. Je voudrais rajouter quelque chose. Effectivement, moi, ce qui m'a frappé chez Klaus Mann, c'est la clarté de sa pensée. C'est-à-dire, il a des valeurs et il ne transige pas. Et il détecte, par exemple, en URSS, il a fait un séjour, il était invité un rassemblement d'écrivains en 1934. Il se rend là et il est avec ses amis. Enfin, ils essayent de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la littérature. Et on ne leur répond qu'en étant, ceux qui leur répondent, et j'ai oublié les noms, mais ils sont assez connus, ne le font que sous l'effet de l'alcool, en disant, non, il ne se passe rien. Ce qu'on publie, c'est simplement les résultats des récoltes dans les kolkhozes. Enfin, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec l'esprit. Et un peu plus tard, il y a Gorky, c'est ça, lors de ce congrès, oui, entre autres. Et alors, justement, dans son journal, je me souviens d'un passage où il s'interroge sur les procès qui ont lieu à Moscou, et où il n'entend plus parler d'un certain Radek, qui était pourtant un compagnon de route de Lénine, et il dit, mais il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Enfin, il comprend il le sait. Il le sait parce qu'il a cette clarté de réflexion et de perception des réalités qui font que, ces gens-là, il a deviné les procès de Moscou, qui ont fait que ont été éradiqués tous les compagnons du chef. Oui, c'est ce qui fait penser d'ailleurs à André Gide, à qui il est arrivé. Le retour de Moscou. Le retour de Moscou, qui fait penser exactement à la même situation. Et comme il sentait André Gide très proche de lui, on voit le même type de participation et de prise de conscience. Oui, c'est ce qui est le plus admirable, je trouve, chez Klaus Mann, pour moi, c'est l'intransigeance. C'est qu'il n'en démord pas. Si certaines choses ne sont pas respectées, eh bien, c'est qu'elles doivent être éradiquées, quoi. Enfin, je veux dire, la pensée qui fait que les choses ne sont pas respectées fait que il faut lutter contre ça, sans réfléchir. Enfin, sans réfléchir, sans aller au-delà, sans faire des grands raisonnements. Et j'ai peur que ça soit sorti de la mienne aussi. Non, effectivement, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, bien sûr. Non, juste pour revenir aussi sur Die Sammlung, qui a été une expérience à la fois aussi fondatrice pour lui et particulièrement la revue Die Sammlung, voilà, la première revue qu'il a fondée. Il a quand même eu une partie passablement difficile, parce que c'était à l'origine, il avançait masqué plus ou moins, pour ne pas décourager immédiatement les bonnes volontés, tout en sachant très bien qu'il voulait faire une revue politique et résistante, antifasciste, mais qu'il ne pouvait pas l'annoncer exactement comme ça à tous ceux qu'il sollicitait pour participer. Donc, il trouvait moyen de dire que c'était une revue qui voulait accueillir les contributions de qualité, les contributions littéraires et intellectuelles de qualité. Et certains ont joué le jeu, par exemple son oncle Heinrich Mann, parce qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Mais d'autres ont fini par se rendre compte que finalement ce qui était publié était quand même sans équivoque hostile au régime. Mais lui, ça ne l'a pas fait dévier d'un poil. Simplement, il a enregistré de façon très douloureuse les défections progressives. Zweig en a été un des exemples majeurs. Mais voilà, il a continué parce qu'il pensait que c'était ce qu'il fallait faire entendre la voix de la résistance et de le faire par le biais de personnalités incontestables. La difficulté de faire une revue. Faire une revue, c'est d'abord toujours la même expérience, qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas assez d'argent,
Ça n'intéresse personne en réalité. Et à part un ou deux fous qui ont de l'amitié pour vous, alors ça va. Mais ça n'ira jamais plus loin. Et Klaus Mann a fait l'expérience de ça aussi. Je suis très solidaire. Oui, d'ailleurs, c'était un exploit d'avoir tenu 2 ans avec une revue mensuelle. Enfin, ça fait 24. Après. Oui, si jeune, oui, aux États-Unis, mais là, ça a été encore plus court. Là, ça n'a pas duré. Oui, c'est ça. Année. Donc, il volontaire. Il faut comprendre que sur quelques thèmes, notamment, il y a la notion de bolchevisme culturel qui est utilisée, et ça, c'est très, très étonnant. Parce que, alors, il dit dans un des articles, cette expression est l'arme dont usent les puissances régnantes aujourd'hui en Allemagne pour étouffer toute production intellectuelle qui ne serait pas au service de leurs tendances politiques. C'est-à-dire qu'évidemment, il fait dans un article assez long, c'est pas un article, alors il me semble que c'est un texte manuscrit que vous avez retrouvé, peut-être, je ne sais pas s'il a été publié, en tout cas qui fait l'état des lieux de toutes les interdictions au niveau intellectuel, artistique, qui ont lieu donc dès les années 33 en Allemagne. Donc sont concernés absolument la presse, le monde artistique, même les architectes, je vais y arriver, etc. Et donc, évidemment, il y a aussi tous les écrivains. Et ce et tout ça pour bolchevisme culturel. Et alors, on peut lire aujourd'hui dans une interprétation de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, les activités de recherche sont suspectées de wokisme et de propagande néo-marxiste. Selon la revue Science, la science américaine est plongée dans un indescriptible chaos, actuellement bien sûr, avec une suppression en cascade de postes dans l'administration fédérale. Ça, chacun, nous le savons par notre presse aujourd'hui, et avec des lettres de licenciement pour insuffisance professionnelle. Entre autres prétextes qui visent à supprimer des milliers de postes dans l'administration fédérale notamment. Et note le journaliste, la haine et la paranoïa que révèle l'utilisation de l'expression stigmatisante marxiste culturelle n'empêche pas certains commentateurs politiques de l'employer pour critiquer le politiquement correct. Et sa banalisation inquiète un historien américain, Samuel Moine, qui dit « Pourquoi employer un terme venu de l'extrême droite et qui fait écho au judéo-bolchevisme dénoncé par les nazis ? Certains de ceux qui l'emploient rêvent déjà de violence et ne visent plus seulement les juifs, mais aussi d'autres groupes, comme les musulmans. » Et donc ce marxisme culturel, qui était utilisé à cette époque, est utilisé aujourd'hui sous la forme de propagande néo-marxiste pour justifier évidemment un certain nombre, et même beaucoup, de suppression de postes dans tous les domaines de l'expression fédérale. Et même, je crois, au niveau de la science, 70% des projets de recherche dans le privé comme dans le public souffrent ou ont été supprimés tout récemment aux États-Unis. Je vous ai parlé de référendum pour le rattachement de la Sarre à la France ou à l'Allemagne. Bon. Il est très concret. Il dit allez-y, battez-vous, dites non, tout simplement. D'ailleurs, c'est pas plus compliqué que cela. Dites non et vous rendrez un énorme service à l'Allemagne et vous contribuerez à faire en sorte que Hitler, peut-être, enfin, non pas se pose de questions parce qu'il ne devait pas s'en poser, mais enfin, soit quand même déstabilisé. D'ailleurs,
D'ailleurs, nous savons tous que Hitler, dès la première, justement, la Sarre, parlons-en de la Sarre, c'était le premier référendum où des Allemands pouvaient dire bah non, finalement, on est bien là où on est, la SDN, puis peut-être la France nous plaît davantage. Ils avaient la possibilité de faire un choix. Et bon, bah, Hitler s'attendait à ce que ce soit peut-être une défaite pour lui. Il était stupéfait. Et c'est sur cette lancée, sur ce toboggan-là, qui a traversé les années, de même quand il y a en 1938 l'Autriche, l'annexion de l'Autriche, il pensait qu'on allait l'arrêter. On allait arrêter ses troupes à la frontière. Il ne se passe rien à Munich. À Munich, les fameux accords de Munich en 1935, là encore, il pense que bah, il y a Chamberlain, il y a la France, là, évidemment, l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il y avait aussi à Munich? Ils étaient 4 avec Hitler, donc il y en avait un troisième, évidemment. Bon, enfin, peu importe. Là aussi, il pensait que... Enfin, il essayait d'enfoncer un coin et ça ne résistait pas, ça s'enfonçait. Très bien, les autres se couchaient, se vantaient d'avoir sauvé la paix, alors que, évidemment, comme Churchill a dit, vous avez voulu sauver la paix, mais vous aurez la guerre. Enfin, vous avez sauvé la fameuse paix honorable. Vous avez voulu sauver votre honneur, mais vous aurez le déshonneur et vous aurez la guerre. Vous aurez tout. Voilà, exactement. Donc, en fait, il faut résister. C'est ça qu'il faut. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est le fait à chaque coin enfoncé que Trump essaie d'enfoncer, il faut dire non et se rassembler, justement. C'est quand même la leçon que nous donne Klaus Mann, non ? Me semble-t-il. À partir d'aujourd'hui. À partir dès maintenant. Et jusqu'au 13 janvier, il faudrait rester en permanence planté au coin d'une rue de Saarbrück et crier à la cantonade, ne laissez pas passer cette occasion. Catholiques, sociodémocrates, communistes, intellectuels apolitiques, petites vieilles, mineurs, étudiants, commerçants, prêtres, standardistes, Sarrois, vous avez entre vos mains une grave décision. Le statu quo n'est pas Hitler. Voilà qui suffit. C'est un camouflet qui lui est administré au beau milieu de son visage extatique. Excusez-moi, je vous ai... Non, mais je me réfléchissais et je pensais aussi à cet autre événement, qui ont été les Jeux Olympiques de 1936. Et où Klaus Mann, là encore, chaque fois qu'il y avait un événement où on pouvait lutter, on pouvait résister, on pouvait donner un camouflet à Hitler, il a dit n'allez pas. Toutes les puissances là, qui veulent aller aux Jeux Olympiques de 1936, mais non, n'y allez pas. Montrez que vous êtes opposé tout simplement à ce pays et à la politique surtout qu'il mène. Et on était au courant, en 1936, on était déjà au courant des camps de concentration. On pouvait l'être facilement, mais on se cachait, les Allemands se cachaient les yeux, se fermaient les yeux mais à chaque voilà, c'est ça. À chaque fois qu'il y a quelque chose, enfin, je pense qu'aujourd'hui, à chaque mesure que prend Trump ou Musk ou les autres, et qui nous révulse, mais montrons-le très clairement. Et je pense que enfin, je veux pas prendre parti, mais il me semble que notre mais il me semble que Prenez. Oui, non, mais mon parti est clair. Enfin, je veux dire, je pense que tous, nous adoptons le même parti. Nous sommes dans l'humanisme, bien sûr. Mais signifions-le haut et fort. Oui. C'est pas seulement entre nous, mais voilà. Mais c'est peut-être très facile à dire. C'est plus difficile à faire. Mais bon, réfléchissons à des voies, quoi, pour le faire et pour faire en sorte que ça fonctionne, quoi. En tout cas, cette voix est celle d'un révélateur exceptionnel. Et il faut savoir effectivement le publier. Merci pour les éditeurs. Mais il faut aussi effectivement le faire connaître. Et nous y employons ce soir.
Et quand je pense effectivement au niveau de sa biographie, cet homme, on a parlé de sa frivolité, en tout cas de sa jeunesse un peu comme ça, Tourmentée, érotisée. oui. Et le fait aussi, alors Turbulente. évidemment, ce qui n'a pas été évoqué ici, on ne peut pas évoquer tout ça, c'est absolument impossible, c'est le fait qu'il ait été au début avec sa sœur Erika, ils étaient comme deux jumeaux tous les deux. Et ils ont animé les cabarets. Oui, c'est Erika Mann qui a fondé. Le moulin à poivre. Oui. Voilà. Et donc, autant que je me souviens, j'ai lu ça dans le tournant, c'est au retour de Suisse où ils avaient fait un travail. Sur le programme, justement, le programme de la Pfeffermühle, enfin du moulin à poivre. Voilà, c'est ça, du moulin à poivre, qu'ils retournent à Munich et qu'ils trouvent une atmosphère tout à fait changée, inquiétante, avec leur chauffeur qui tremble et dont ils prennent conscience très vite que ce chauffeur-là était l'espion de la famille. Oui, mais un espion qui les a bien aidés. Et qui les a bien aidés, oui. Qui a essayé de se rattraper dans sa mauvaise conscience, peut-être, et qui les a prévenus qu'il ne fallait pas, effectivement, qu'ils ne se fassent connaître et qu'ils s'en aillent au plus vite. C'est comme ça. Et également, il y a eu ce coup de fil qui est très étonnant entre Thomas Mann et son fils. Thomas Mann téléphonant, lui, se trouvant aussi en Suisse pour des conférences, et téléphonant à son fils à Munich et lui disant nous allons venir. Et son fils... Nous allons rentrer. Nous allons rentrer. Et son fils étant assez inquiet, mais ne pouvant pas dire clairement les choses au téléphone, tant il y a de l'inquiétude et de la surveillance qui pèse, eh bien, il essaye de dissuader par tous les moyens en disant que la maison n'est pas en ordre, etc. Et qu'il ne fait pas beau, qu'il fait froid, qu'il ne fait pas beau. Et comme Thomas Mann insiste, il finit par lui dire clairement qu'il est beaucoup mieux pour lui et pour sa femme d'ailleurs de rester là où ils sont. Et c'est comme ça qu'effectivement ils s'installeront à Zurich, dans la région de Zurich. Voilà, ça c'est vraiment... ce jeune homme qui est dans le moulin à poivre, alors il y a des chants, il y a de la poésie. C'est un cabaret antifasciste, d'ailleurs. Un cabaret antifasciste qui par des voies détournées, essaye de mettre en garde contre le régime, justement. Voilà. Mais c'est la création d'Erika Mann. Oui. C'est la création d'Erika Mann. Klaus Mann a écrit quelques textes pour le cabaret, mais c'est surtout elle qui l'a dirigé avec la grande actrice Thérèse Giese, qui était d'ailleurs que Hitler adorait. Hitler adorait Thérèse Giese, et Thérèse Giese, dans ce cabaret, proférait, évidemment, récitait, jouait, c'était une grande actrice, des sketchs, qui étaient très nettement contre le régime. Mais Hitler l'aimait beaucoup. Oui, mais ça fait partie, effectivement, de cette atmosphère qu'on a du mal à percevoir aujourd'hui, qui est pleine, effectivement, de contradictions, de tensions. Alors, peut-être on pourrait terminer. Hier soir, notre président a prononcé un discours sur la nécessité de s'armer, d'armer l'Europe, de préparer les esprits à quelque chose encore de plus précis que cela ne fut par le passé. Et là, je regardais justement ce texte, une fois encore, qui est à partir de la guerre et la Sarre. Et là, il y a un texte assez important, d'ailleurs, de Klaus Mann, sur la course éperdue aux armements. Et toute la difficulté, c'est d'accepter les armements et de dire qu'est-ce qui va se passer avec cette course éperdue. Une éventualité préparée avec tant d'éclat doit trouver son accomplissement. C'est la logique même. Personne ne peut arrêter les préparatifs d'une guerre. Au contraire, il faut encore les accélérer. Et personne ne peut moralement se permettre de conseiller le contraire. Aussi longtemps qu'en plein cœur de notre continent, tout un peuple se transforme assez rapidement en une énorme armée. La guerre est-elle vraiment inéluctable ?
J'irai jusqu'au bout parce qu'il y a un sourire, et sourire que c'est ménager Klaus Mann. Nous savons bien ce qui pourrait l'empêcher. Nous sommes pétrifiés de terreur et nous savons ce qui pourrait nous préserver. Il faut se débarrasser du baratineur à la petite moustache et le cauchemar prendra fin. J'aurais aimé qu'on lise quand même sa découverte, sa première découverte dans une pâtisserie. Il était à quelques mètres de Hitler. Est-ce que vous avez le texte sous la main? Dans le tournant. Amusante, enfin amusante, mais qui a... oui, à double... Oui. Il était là, entouré de quelques-uns de ses acolytes favoris, et savourait sa tartelette aux fraises. Je pris place à la table voisine, à moins d'1 mètre de lui. Il dégusta une autre tartelette aux fraises avec de la crème fouettée. Les gâteaux du Carlton étaient bons. Puis une 3e. Peut-être en fait étais-je déjà à la 4e. Je mange moi-même très volontiers des friandises. Mais la vue de sa gloutonnerie mi-infantile, mi-carnassière me coupa l'appétit. Je voulais d'ailleurs, puisqu'aussi bien le hasard m'avait amené là, concentrer toute mon attention sur le petit gourmand de la table voisine, ce qui m'eût été difficilement possible si je m'étais moi-même régalé. 2 questions surtout m'occupèrent pendant les 30 minutes passées en cette déplaisante compagnie. Premièrement, en quoi résidait le secret de l'impression qu'il produisait, de la fascination qu'il exerçait? Et deuxièmement, qui me rappelait-il? À qui ressemblait-il? Sans aucun doute, il ressemblait à un homme que je ne connaissais pas personnellement, mais dont j'avais souvent vu le portrait. Qui était-ce donc? Pas Charlie Chaplin, Dieu ne plaise. Chaplin a bien la petite moustache, mais tout de même pas le nez, ce nez charnu, ordinaire, ce nez obscène qui m'avait aussitôt frappé comme le détail le plus vilain et le plus caractéristique de la physionomie d'Hitler. Chaplin a du charme, de la grâce, de l'esprit, une grande force intérieure, toute qualité dont on ne trouvait pas la moindre trace chez mon voisin, dévoreur de crème fouettée. Celui-ci semblait au contraire d'une substance et d'une constitution des moins nobles, un méchant petit bourgeois au regard brouillé par l'hystérie, dans une face blême et bouffie. Rien qui pût laisser croire à de la grandeur, ni même à du talent. Il n'était certainement pas réjouissant d'être assis près d'une pareille créature, et cependant je ne pouvais me rassasier de la vue de cette gueule répugnante. Je ne l'avais assurément jamais trouvée particulièrement attrayante, ni en effigie, ni sur une tribune illuminée, mais la laideur qui me faisait face à présent dépassait toutes mes espérances. La vulgarité de ses traits me tranquillisait, me faisait du bien. Je le regardais, je pensais, tu ne vaincras pas, Schicklgruber, quand bien même tu cracherais ton âme à force de hurler. Tu veux dominer l'Allemagne, tu veux être dictateur. Avec ce nez-là, laisse-moi rire. Tu es tellement minable que tu pourrais presque faire pitié si ta médiocrité n'était pas justement d'une espèce aussi spécialement repoussante. Fais-toi donc apporter encore une tartelette aux fraises, Schicklgruber. C'est bien la 5e, n'est-ce pas? Dans quelques années, tu ne pourras plus te le permettre. Un mendiant oublié de tous, voilà ce que tu seras dans quelques petites années. Tu n'arriveras jamais au pouvoir. Ça, c'est dans le tournant.